Bienvenue, vous écoutez le tout premier épisode de Retour de terrain, le podcast du magazine Géo qui vous dévoile chaque mois les coulisses de nos reportages. Géo, c'est mon deuxième chez moi, et moi c'est Léa Santa Croce, je suis journaliste. Je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qu'on catapulte sur le terrain. Souvent loin, c'est vrai. Dans le numéro de mars, nos reporters sont partis voir les derniers cow-boys du Far West, en Californie. Et comme souvent dans nos pages, on fait les choses en tandem, en binôme. À la photo et au rodéo, Eugénie Bacot. Bonjour Eugénie. Bonjour. Au stylo et au lasso, Anne-Laure Pinault. Salut Anne-Laure. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Alors, dites-nous l'une et l'autre, ça vous est sorti d'où cette idée d'aller pister les derniers cow-boys du Far West ? Eugénie ? L'idée nous est venue il y a quelques années alors que nous étions en reportage dans le Nevada. On s'est demandé s'il y avait encore des cow-boys dans le Nevada. La réponse était oui. Du coup, c'était pas forcément très intéressant. Et puis, on s'est dit qu'on allait regarder ce qui se passait du côté de la Californie. Et en fait, on a réussi à trouver des communautés de cow-boys en Californie dans lesquelles se trouvent beaucoup de femmes. Et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Oui, parce que je dis cow-boys, mais initialement, c'était plutôt les cow-girls qui vous intéressaient toutes les deux. Anne-Laure ? Oui, c'est ça. C'est vrai que l'une et l'autre, on travaille pas mal sur les questions de droits des femmes. Et tout de suite, justement, on est arrivé avec cette idée de cow-boy, avec le préconçu qu'un cow-boy, c'était Lucky Luke, le préconçu qu'un cow-boy, il était blanc. Ce travail-là nous a permis justement de déconstruire tout notre imagerie du cow-boy tel qu'on se l'a fait, surtout en France. Et donc, on a tout de suite décidé de partir sur la question des femmes, la place des femmes dans les ranchs, la place des femmes chez les cow-boys. Et voilà, on a mis le doigt dans l'engrenage, on va dire. Et alors, la place des femmes chez les cow-boys, en Californie, puisque c'est là que vous étiez pour Géo, c'est quoi ? La place des femmes est assez essentielle. Comme souvent, c'est une place dans l'ombre. Souvent, elles sont à la tête des ranchs, c'est leur business, c'est leur famille, comme Diane qu'on a pu suivre. C'est elle qui a hérité des terres et du permis d'exploitation qui lui permet de transporter son troupeau à travers l'État. C'est elle qui dirige tout, et puis elle n'est pas la seule. On a rencontré aussi une très vieille dame qui a été même d'ailleurs la première diplômée de Cal Poly, qui est l'université d'agriculture de Californie, peut-être dans les années 20 ou 30. Et du coup, qui a toujours beaucoup mené son ranch avec ses frères et son mari, mais elle avait une place essentielle. Mais par contre, elle s'est toujours bien gardée de le dire. Je vais revenir au cas de Diane, parce que c'est vraiment un personnage récurrent dans le reportage, aussi bien en photo que dans le texte. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette Diane Bona ? Alors, Diane Bona, c'est une femme d'une 50aine d'années. Elle est mère d'une jeune femme qui a plutôt notre âge. Elle vient d'une grande famille de cow-boys, donc ça fait 4 générations qu'on se passe la terre les uns les autres. Et c'est quelqu'un qui a une certaine stature, c'est-à-dire que quand on la croise, on se dit qu'il faut mieux pas trop moufter. Elle a un langage très très fleuri, elle parle un patois qu'elle entretient parce qu'elle n'a pas envie de faire de compromis. Donc si on la comprend pas, on la comprend pas. C'est quelqu'un qui symbolise toute la force de ces femmes qui évoluent dans un milieu relativement conservateur. Et malgré tout, elle dirige sa baraque. Son mari, qui est de 20 ans plus jeune qu'elle, lui obéit au doigt et à l'œil. Ça fait deux fois qu'on fait des histoires sur elle, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Et cow-boy, homme ou femme, on pense tout de suite cheval. Est-ce que vous étiez à l'aise avec le cheval avant de partir en reportage ? Toi, Anne-Laure, il me semble que oui. J'avais déjà fait du cheval, oui, même si ça n'a pas trop de rapport. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais... Comment ça, pas trop de rapport ? C'est vrai que moi, je faisais du cheval dans un poney club en France, à monter dessus, passer au galop, éventuellement sauter des obstacles, mais ça restait un peu cadré. Les Américains, c'est vrai que la première fois qu'on s'est retrouvés sur un cheval avec les cow-boys, tout change. Déjà, les chevaux sont élevés de façon vraiment différente. On les débourre, comme on dit, de façon très différente qu'en France. On va dire que pour le bien-être des animaux, je pense pas que ce soit
la meilleure des solutions. On a assisté justement à un débourrage qui était un petit peu dur. Mais ce qui fait que les chevaux sont extrêmement réactifs, ils obéissent. On bouge notre main de 1 cm, ils vont obéir tout de suite. Parce que pour contourner un troupeau, pouvoir isoler les veaux ou les bêtes imposantes, il faut aller plus vite que les bœufs. Donc c'est vrai que ces chevaux-là, rien à voir avec ceux du Picotin Poney Club où j'ai fait mes classes. Et toi, Eugénie, photographe et écuyère, ça marche comment ? Non, ça marche quand on commence. J'avais fait une fois du cheval dans les vignes il y a 3-4 ans. Et la deuxième fois, c'était en Californie avec un groupe de femmes et de cow-boys. Ça se passe bien parce que les cow-boys sont très bienveillants. À partir du moment où on est capable d'exprimer ses faiblesses et ses peurs, et trouver un petit peu le cow-boy ou la cow-girl clé avec qui on va bien travailler, ça se passe bien. Et moi, c'était mon cas le premier jour de la transhumance, surtout que j'avais un cheval très compliqué, un cheval de ville, d'un avocat très fortuné qui rêvait d'être cow-boy, donc un cheval pas du tout adapté au terrain de transhumance très compliqué de Californie. Et pour resituer les choses, donc vous étiez sur le terrain pour Géo, c'était en juillet dernier, en juillet 2019, et vous avez vécu une transhumance où vous étiez toutes les deux à cheval. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que 5h du matin, le premier jour, je récupère ce cheval, pas du tout à l'aise, et c'est vrai que tout de suite, je me suis rapprochée d'un cow-boy en lui expliquant mes peurs et mes craintes. On a fait un petit point, je me suis mise au clair avec le cheval, et puis après ça s'est bien passé. Ça veut pas dire que c'est simple, c'est super difficile, il y a énormément d'éléments à gérer, il fait chaud, les tensions des vaches, des uns des autres, un terrain ultra... on traverse quand même des rivières sur des chevaux et on descend des pentes caillouteuses qui dégagent la fumée à ne plus se voir à 2 mètres, donc c'est pas non plus facile, mais comme j'avais jamais fait de cheval, je peux pas comparer un terrain du Poney Club du Picotin ou la transhumance dans le Yosemite. Et c'est vrai qu'une des valeurs justement de vivre le terrain comme ça, sur la longueur, avec les gens, nos personnages, c'est qu'on comprend les choses différemment. Par exemple, le chapeau de cow-boy, on peut un peu se foutre de la gueule des chapeaux de cow-boy ici en France, parce que pour nous, on croit que c'est juste un apparat. En réalité, quand on est sur le cheval et qu'on nous donne un chapeau de cow-boy et des gants, ces chapeaux-là, ils nous sauvent la vie, en fait. C'est ces chapeaux-là qu'on va mettre notre main dessus, pencher la tête pour éviter les broussailles, pour pas que les broussailles, justement, nous crèvent un œil. Ce chapeau-là, il nous protège aussi du soleil qui est monstrueux. Quand on passe 4 heures sur un cheval en plein cagnard, l'arrière de la tête prend cher. Donc, il faut avoir un petit foulard donc, de cow-boy. Et le chapeau, c'est pas juste pour les... je sais pas, les clubs dansants des Yvelines, en réalité, ça a une utilité et on la constate quand on est sur le terrain. Et les chemises à manches longues aussi, c'est vrai que ne croisera jamais un cow-boy avec les bras nus. On peut se dire que c'est artificiel, mais en effet, entre les plantes mortelles, tu sais, qui filent des allergies. La poison ivy. Poison ivy qui peut terrasser quelqu'un en 5 minutes. Les serpents, tout ce qu'on veut, en fait, c'est pas... Tout est ultra réfléchi. Et toutes les deux, comment est-ce que vous avez réussi à vous faire accepter dans ces communautés ? Je pense que ça commence par une chose assez simple qui consiste à se poser la question de où est-ce qu'on va dormir. Et Diane, quand on y était il y a 2 ans, on a dû lui dire est-ce qu'il y a un hôtel ou comment on fait ? Et puis elle dit non, évidemment qu'il n'y a pas d'hôtel. L'hôtel est à on ne sait pas combien de miles et la route est très compliquée, donc évidemment tu dors à la maison. Donc globalement, c'est une femme qu'on a rencontrée via Internet, avec qui on a eu des échanges, et en fait, chez qui on s'est littéralement installé. Alors, ce qui est super, c'est qu'on a un potentiel de surprise énorme, parce que 2 femmes qui débarquent de France, on n'a pas franchement des allures de cow-boy, mais on est super ouvertes, super curieuses, donc ils ont un peu ces 2 ovnis dans la maison, qui ramènent du fromage et du vin, enfin, donc c'est... Vous aviez du fromage et du vin dans le sac à dos ? Et l'acceptation, on a voyagé avec de la raclette. Et du coup, c'est ça, c'est tout un processus d'intérêt, de curiosité, et de se comporter dans l'espace intime de l'autre comme il faut. Enfin, après, c'est difficile de dire comme il faut sentir les choses. Et je pense qu'on lui a rappelé sa fille qui est partie il y a quelques années, et la chambre d'amis était vide, et on était là. Et c'est plein de petites choses comme ça. Pendant la transhumance, c'est beaucoup plus factuel, c'est-à-dire que... Pendant la transhumance, vous aviez l'une et l'autre un rôle à jouer. Oui.
en plus du rôle qu'on a tenu, qui a été... Ça, je pense que vraiment, je pense qu'ils nous ont testés 2 jours avant la transhumance. On était tous les 4, et puis il fallait récupérer une vache qui s'était blessée, et puis on dit, bah, on vous suit, hein. Et ils nous ont mis sur des chevaux, ils partaient faire leurs petits trucs, mais on sentait qu'ils nous regardaient un peu comment on évoluait, et voilà, ils ont pu comprendre qu'on allait être de confiance, enfin, non pas qu'on soit parti récupérer des veaux en furie avec des lassos, hein, mais qu'on pouvait tenir une place, qu'on pouvait s'intégrer. Donc ouais, on avait un rôle. Et surtout, le rôle se tient en acceptant ce qui se passe. Et c'est vrai que souvent je le raconte, mais en général, le matin, on part à quoi, 5-6 heures du matin? Quand à 7h ou 8h du matin, on te tend une bouteille avec quelque chose dedans, en te demandant si tu veux goûter, tu te poses pas la question, tu goûtes. Bon, bah souvent, c'est du whisky coca. Voilà, donc en fait, c'est ça. Toutes ces communautés sont armées, parce qu'évidemment, il faut pouvoir faire peur aux ours, tuer des serpents, pouvoir abattre une vache qui va se casser la patte pendant la transhumance. Donc évidemment, qu'on a tiré au colt. Et bah du coup, Abraham, on gagne en confiance et en intégration dans sa vie privée 100% quand on accepte de le faire, parce qu'en fait, ça fait partie de leur vie et qu'il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire. Et on comprend à la lecture du reportage, en découvrant le reportage, les photos, le texte, que les cow-boys aujourd'hui ont du mal à faire bouillir la marmite. Est-ce que le cow-boy est une espèce en voie de disparition ? En tout cas, le cow-boy, 100% cow-boy, comme c'est le cas de Diane et d'Abraham, peut-être, puisqu'ils sont soumis à de nombreux problèmes économiques. Le premier étant le prix de la terre, qui en Californie augmente énormément. Enfin, c'est phénoménal. Parfois, c'est jusqu'à 400% d'augmentation. Des terres, par exemple, allouées au pâturage auparavant peuvent, grâce par exemple à plusieurs productions comme la marijuana, mais aussi la vigne, prendre une valeur folle. Donc, ce qui fait que quand une génération veut tendre la terre à la génération suivante, c'est juste pas possible de maintenir le pâturage, puisque il va y avoir des taxes d'héritage qui ne pourront pas être payées. Donc la plupart du temps, ils choisissent justement, comme on l'a montré dans le reportage, de diversifier la production, diversifier les choses pour rendre la terre plus rentable. Et le travail plus facile aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier... c'est super dur, hein. Il y a toujours quelque chose à faire, des grillages, des vaches malades. C'est beaucoup de travail pour assez peu de reconnaissance, si ce n'est maintenir une tradition. Donc je pense que le cow-boy est en mutation, et c'est vrai on commence à suivre les générations suivantes, donc les enfants des cow-boys et cow-girls qu'on connaît, et c'est assez intéressant de voir comment ils se préparent, parce qu'ils vont forcément récupérer cet héritage, ils en ont envie, mais il y a ceux qui vont se fédérer, notamment la fille de Diane, qui est danseuse professionnelle, donc qui fait toujours la transhumance, mais sa vie n'est pas dedans, donc elle va sans doute s'assembler avec d'autres enfants d'eux, ou d'autres cow-boys pour continuer à maintenir cette tradition, ou d'autres enfants de l'autre ranch des Variants. La jeune fille qu'on voit sur la photo, la petite blonde qui est championne de rodéo, fait des études de business et de marketing dans l'université d'agriculture. Donc ça veut dire qu'elle sera cow-boy, cow-girl. Ça veut dire qu'elle sera cow-girl, mais elle sera une cow-girl qui saura faire des tonnes de choses et qui réussira à mettre le ranch de la famille aujourd'hui dans une dynamique qu'on ne connaît pas encore. En fait, tout sera pensé tout sera pensé différemment pour maintenir l'industrie. Eugénie, c'est toi qui as fait les photos de ce reportage. Est-ce qu'on peut se prêter un exercice pas du tout radiophonique ? Et Anne-Laure, tout à l'heure, tu disais, ça c'est ma photo préférée. Est-ce que tu pourrais nous la décrire ? En plus, c'est marrant parce que c'est quand je parlais d'entrer dans l'intime, c'est le moment vraiment où ça s'est passé. Donc je suis avec Abraham, qui est du coup le mari de Diane, qui est le cow-boy, un des cow-boys qui gère la transhumance. On est à l'entrée d'une clairière. Il est assis sur un tronc d'arbre avec une canette de bière à la main. Ses chaps à froufrou en contre-jour avec son cheval et un arbre complètement sec. Parce qu'en plus, on rentrait dans une zone qui venait de ressortir. Enfin, c'est pas du tout une zone brûlée, justement, c'est une clairière naissante. Et c'est un moment de calme, de repos. Je ne sais plus quelle heure il est, mais on sent qu'on a marché. Et on est tous les deux et on s'est posé pendant un petit quart d'heure pour discuter. Et il veille sur ses vaches dans cette prairie extraordinaire et luxuriante où on a une petite centaine de veaux qui
qui broute, et ce cheval paisible qui se repose, et Abraham qui réfléchit. Et toi, Anne-Laure, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur cette photo ? Ce que j'adorais avec ce moment-là, c'était qu'on venait de traverser pendant des heures la forêt brûlée. C'était à l'entrée du parc de Yosemite. Et d'un coup d'un seul, ce ver est arrivé. Donc une prairie, il faut savoir que si on met le pied dedans, on s'enfonce dans l'eau. Donc ça semble assez improbable en fait, après avoir passé des jours dans les terres très arides du bas, d'arriver sur cette prairie-là. Et non, c'était assez fou comme moment. Et le truc qui était dingue, c'est que nous, on avait cette impression du ver, mais les vaches l'avaient encore plus. Certaines d'entre elles, dont le veau de tête, tu te rappelles, le taureau de tête, n'avait jamais vu cette prairie-là. Il avait grandi dans l'aridité. Et donc, quand il a vu ce ver devant lui, il a galopé pour aller manger l'herbe. Et justement, Diane et Abraham nous avaient dit vous faites la même tête que le taureau. Et tu évoquais les terres arides, la forêt brûlée. Est-ce que l'une et l'autre, vous pourriez nous décrire ce cadre dans lequel vous vous êtes immergés pendant un mois ? Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de différents... Enfin, vraiment, c'est une variété de paysages. C'est en ça que la Californie est quand même un état assez extraordinaire. Donc, on a été dans la Trembler Range, donc, qui est une chaîne de montagnes entre Los Angeles et San Francisco, posée pile sur la faille de San Andreas, qui était assez aride au moment où on y allait en juillet, et qui est un peu l'idée qu'on se fait des terres de Zorro. D'ailleurs, Zorro est mort dans cette chaîne de montagne. Enfin, la personne qui a inspiré le personnage de Zorro. Scoop, ouais. Et donc, c'est attention aux serpents. C'est des broussailles très arides, quelques cactus. Et les paysages, là, comme sur la photo qu'on vient de décrire, où c'est les pins... qui ressemblent à des immeubles tant ils sont hauts. Et entre les deux, des hectares de forêt brûlée. Vous parlez de forêt brûlée, vous y étiez au mois de juillet et vous avez vécu aussi des épisodes d'incendie. Un départ de feu, ouais, qui s'est arrêté assez rapidement, mais c'est vrai qu'à l'horizon, des flammes... Non, la fumée est apparue et la co-girl Kelly avec qui on était a eu très peur. Parce que ça a beau être qu'un petit départ de flammes, ça va très vite et très loin. Surtout qu'il y avait un peu de vent. Il y avait du vent. Et toute la communauté s'est mise en branle pour essayer de comprendre d'où ça venait, qui était là, ce qu'il fallait faire, et puis ça s'est calmé. Mais la peur est omniprésente. Et nos cow-boys et cow-girls ont été pris dans les feux plusieurs fois. Ça arrive assez régulièrement. Oui, on a eu droit à un récit au coin du feu le soir, donc on était dans la forêt. Donc le long d'une petite rivière, les chevaux... sont d'un côté en train de se reposer et nous on est tous rassemblés, la petite grappe humaine, on devait être genre 15 autour du feu à manger notre pitance. Il est genre 17h mais la lumière tombe très vite dans ces altitudes-là et voilà qui commence à nous raconter des histoires d'incendie et c'est vrai qu'on a eu un peu les jetons parce que c'était ça va très vite en fait, ils se sont retrouvés plusieurs fois encerclés par les flammes et justement, c'était une discussion assez drôle parce qu'ils en riaient, mais ça se voyait qu'ils avaient encore assez peur. Genre, c'était la fille de Diane qui qu'elle disait à sa mère, il faut qu'on parte. Et la mère disait, mais non, ça va, on n'est pas encore en train de brûler. Donc tant qu'on n'est pas en train de brûler, on s'en va pas. Bref, c'était assez fou. Mais on n'a pas vécu ça. Vous n'avez pas vécu encore ça. Heureux. Vous avez vécu un départ de feu et également un tremblement de terre, c'est ça ? Oui, tremblement de terre que nous, on n'a pas senti. On a senti que... Enfin, d'ailleurs, on n'a même pas senti que les vaches étaient perturbées. C'est plutôt Diane qui ne comprenait pas les dynamiques de troupeau. Les vaches étaient confuses, un peu désordonnées. Elles n'arrivaient pas à suivre la route. Et en fait, le soir, on a compris que la terre avait vibré. Elle l'avait senti, pas nous. Et ce qui est drôle, c'est que le soir même de ce tremblement de terre, on a dormi chez une femme qui avait vécu très longtemps à Los Angeles et qui aidait à la transhumance et faisait la nourriture pour tous les cow-boys. Donc chacun avait sa petite pâte de gin avec dedans un sandwich. Et quand on s'est réveillé le matin, elle avait accroché tous les placards avec des élastiques pour pas que
s'il y avait une réplique, tous les placards se vident. Et c'était un peu impressionnant pour des personnes qui n'ont jamais connu de tremblement de terre, puisque pour eux, c'est juste le quotidien. Mais... On a parlé de ce que vous avez vu, de ce que vous avez mangé, vécu. C'est quoi le son qui vous reste de ce reportage ? Le bruit des vaches, vous avez passé... Oui, meuglement. Vas-y, tu peux raconter. Ah non, vas-y, raconte. Le bruit des veaux au petit matin dans la plaine. Une plaine complètement... j'allais dire la deuxième photo du reportage. Que les lecteurs découvriront dans Géo. Direct. Voilà, on est vraiment dans des plaines très étendues au bord d'un lac. Et les vaches sont très très loin, elles sont toutes petites à l'horizon, mais en fait leurs cris survolent l'ensemble et on dirait des cris de dinosaures. Parce que le cri du veau... le cri du veau, c'est même pas du cri, c'est de la communication. Ils parlent entre eux en fait. Des très très longs râles. Et on dirait vraiment des petits dinosaures qui font la transhumance. Et d'ailleurs, ce sont les sons utilisés par les réalisateurs de films pour donner des voix aux dinosaures, parce qu'en fait, on ne sait rien des vraies sonorités des dinosaures, mais c'est plus vrai que nature. Il m'a quand même fallu un petit moment pour me dire, mais pourquoi j'ai déjà une impression de déjà-vu, alors qu'en fait, je n'en avais pas. Mais ouais, je me suis retrouvée catapultée dans Jurassic Park. Eh bien merci. Merci Eugénie Bacot, merci Anne-Laure Pinault d'avoir participé au premier épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir votre grand reportage sur les derniers cow-boys de Californie dans le numéro de Géo de mars, en kiosque jusqu'à la fin du mois. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Paraît qu'on est sur toutes les plateformes, Apple, Deezer, Spotify. Paraît même que vous pouvez nous mettre des notes, laisser des réactions. Elles sont les bienvenues. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.